Bonjour à tous, merci de votre présence, de participer donc à cette dernière édition de notre webinaire dédié au remploi des produits de cession, de l'apport cession. On va attendre que tout le monde arrive puisque vous êtes assez nombreux ce matin. Donc vous aurez l'intervention d'Alexandre Ciclet, donc directeur développement de Calao Finance, qui va vous présenter le fonctionnement dans le détail d'une opération d'apport cession remploi. Également, on vous présentera rapidement, mais notre solution en la matière, donc Calao Participation numéro 2. Nous aurons un point sur la compliance avec Sylvie d'Agama Conseil, donc qui fera un point sur le parcours client et tout ce qui concerne la gouvernance produit, voilà, qui est un point important, donc du côté compliance. Et puis François Morazin, maître François Morazin, du cabinet d'avocats associé au cabinet d'avocats MBA, donc qui nous suit sur tous ces sujets de remploi et d'apport cession. Donc, avant de démarrer, je vais faire un rapide point de situation Calao Finance. Ce n'est pas un point de gestion, je précise, hein, c'est vraiment un petit point de situation rapide. Nous concernant, donc à la rentrée, on a signé la charte des PRI, donc les principes pour l'investissement responsable, donc initiée par l'Organisation des Nations Unies, puisqu'on développe toute la pratique liée au développement durable, notamment dans l'agroécologie, on vous en reparlera. Côté remboursement des fonds et investissements, on a donc remboursé à l'été en plus-value et en totalité un de nos premiers fonds, donc le FCP Innovation Stratégique, un autre fonds, Wagon Rendement, le numéro 1 de cet opus de fonds, donc, qui est dédié à l'allocation de wagons citernes spécialisés. Alors, je précise qu'on avait prévu début 2020 de lancer Wagon Rendement numéro 2. Bon, évidemment, le contexte nous a fait mettre en pause ce projet, puisque ça concerne la location de wagons citernes spécialisés pour le transport du gaz, du pétrole, des produits chimiques, puisque aucun industriel ne possède ces wagons citernes spécialisés. Il y a 4-5 sociétés de location en Europe qui traitent ça donc, pour l'ensemble des industriels. Nous, on travaille avec le groupe Millet, un groupe français, qui est l'un des principaux opérateurs. Il s'avère que sur le fonds précédent, Wagon Rendement, au fil des années, donc 6-7 ans environ, bon, il y a eu des petites crises, des choses, mais on n'a pas vu de problème au niveau de l'apport des transports des matières premières, de l'énergie, donc du pétrole et du gaz. Par contre, depuis la situation qu'on connaît, il y a une baisse sensible dans le transport du pétrole, le kérosène, je n'en parle même pas, et le transport également des produits chimiques et du gaz. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on est en stand-by sur son fonds. On en lancera un, mais on va attendre d'y voir plus clair au niveau économique. Simultanément, on poursuit le remboursement de nos fonds et de nos mandats qui arrivent à terme. Cela étant, la situation actuelle est quand même compliquée, il faut le dire, pour céder à un prix correct. Et donc, on temporise parfois avec décalage sur les cessions, puisque voilà, il faut mieux quand même vendre un meilleur prix qu'un prix dégradé dans la période actuelle. Et récemment, on a investi dans une société qui s'appelle Ecogranule, qui produit des pellets pour le chauffage au bois, que ce soit privé ou industriel, qui fait ça à partir des palettes alimentaires, vous savez, les palettes en bois sur lesquelles on entrepose différentes choses. Donc, on est dans du recyclage et dans une économie circulaire, donc un sujet assez sympathique. Je précise également, bon, Alexandre y reviendra rapidement, mais donc on est aussi en vigilance sur nos investissements par rapport aux facteurs et aux paramètres du transport passager, puisque je vous rappelle que nous, on l'avait évoqué dès septembre, mais que les prévisions sur le transport, notamment aérien, c'est un retour à la normale d'ici 4-5 ans. Donc on est sur 2024-2025, un retour à la normale de 2019. Pour le transport rail, donc pour le passager, donc tout ce qui est TGV, on nous parle de 2 ans et demi. Donc voilà, tout ça va impacter l'économie au sens large, mais plus particulièrement l'économie présentielle. Donc ce soit évidemment les hôtels et les restaurants, il n'y a pas de sujet là-dessus. Tout ce qui sont des lieux où les gens vont, donc la distribution spécialisée, je vous précise, peut être aussi impacté. Donc voilà, donc on n'est pas beaucoup exposé sur ces secteurs, mais néanmoins, c'est un paramètre que l'on suit avec attention. Et pour terminer, donc, on va vous en parler, le fonds sur le remploi, Calao Participation numéro 2, et nous travaillons et proposons, je pense en janvier maintenant, la souscription, pour ceux que cela intéresse, à un fonds impact, qui a été initié par la Caisse des dépôts et la région Nouvelle-Aquitaine, qui concerne la transition agroécologique dans la viticulture, donc un vrai sujet, donc le passage au bio. Et donc ce fonds qui s'appelle Vitirev Terradev, pour lequel on a été choisi, vous sera proposé en janvier. Voilà, j'en ai terminé. Je passe la parole à Alexandre pour parler apport cession remploi.
Merci Eric, bonjour à tous et merci de participer si nombreux à ce dernier webinaire de notre cycle consacré à l'apport cession remploi. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de vous présenter en quelques mots et en quelques schémas le dispositif et expliquer en quoi il représente un intérêt en particulier donc pour les cédants d'entreprise et pour les conseillers en gestion de patrimoine qui les accompagnent et qui les conseillent. Ensuite, dans un second temps, on vous présentera notre solution dédiée à ce dispositif, donc qui sera éligible au dispositif 158 0 BTR, donc 150 pardon 0 BTR, donc le fonds Calao Participation numéro 2. Et à la suite de ça, il y aura également des interventions, donc comme vous l'a dit Eric, du cabinet Agama Conseil concernant la compliance de notre avocat François Morazin sur les sujets juridiques liés au dispositif d'apport cession emploi. Donc, le principe de l'apport cession emploi, en quelques mots. Donc, d'abord, considérons que le moment de la cession de l'entreprise, c'est un moment clé pour les dirigeants, pour les cédants, clairement, qui doit se préparer en amont parce qu'il aura des implications fiscales et patrimoniales qui vont être très nombreuses. Donc, dans ce cadre, il existe donc ce dispositif qui était jusqu'à présent un peu confidentiel, mais qui est de plus en plus reconnu et utilisé par les cédants d'entreprise. Donc, le dispositif qui est lié donc, aux dispositions de l'article 150 0 BTR du Code général des impôts. C'est un dispositif qui va permettre d'optimiser la fiscalité en réinvestissant une partie des fonds qui vont être reçus au moment de la vente de l'entreprise. L'idée, elle est assez simple, hein, c'est que le législateur va encourager les cédants d'entreprise à réinvestir l'argent issu de leur cession dans l'économie réelle, donc, notamment en finançant des PME et des ETI françaises, en contrepartie d'un cadre fiscal plus avantageux. L'idée, c'est clairement, hein, c'est du fléchage. Hein. On flèche de l'argent vers l'économie réelle pour éviter qu'il sorte du circuit de l'économie réelle. Donc, on encourage avec une fiscalité fortement incitative. Si elle n'est pas utilisée, aujourd'hui, en cas de cession de l'entreprise, un cédant d'entreprise devra obligatoirement s'acquitter de la flat tax, donc qui est de 30%, sur la plus-value qui va être réalisée au moment de la cession. Donc, à titre d'exemple, prenons un dirigeant d'entreprise qui a une société qu'il cède pour 1 million d'euros, qui va réaliser une plus-value de 700 000 euros. Si cette plus-value de 700 000 euros est imposée intégralement à la flat tax de 30%, il devra donc payer 210 000 euros d'impôt, ce qui est loin d'être anecdotique. On a souvent la question de la part de nos clients conseillers en gestion de patrimoine si leurs clients cédants d'entreprise sont éligibles au mécanisme d'apport cession de remploi. La réponse, alors évidemment, elle est au cas par cas, mais dans le cadre général, elle est probablement oui. Tout simplement parce que pour être éligible au dispositif d'apport cession emploi, il faut que l'activité soit une activité commerciale. Donc, la définition est très large. Hein, ça peut aller de la PME industrielle, la société de service, une boulangerie, une pharmacie. Juste à noter, par exemple, je prends juste l'exemple des pharmacies. Il y a une petite particularité sur laquelle Maître Morazin reviendra tout à l'heure, mais pour les SEL donc, qui vont exploiter une pharmacie, il faut impérativement, avant la cession, apporter les titres à une société qui va être constituée sous la forme d'une FPFPL, une société de participation financière de profession libérale. Et si vous avez des clients qui sont aujourd'hui dans cette situation, je vous encourage et que vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser tout à l'heure à Maître Morazin. Le dispositif de remploi, c'est un montage qui est assez simple, mais qui doit respecter un ordre et une chronologie. Donc, il y a 4 grandes étapes dans cette chronologie. Tout d'abord, il faut créer une holding si le cédant n'en a pas encore, avant de vendre l'entreprise. Et ça, c'est très important. La holding doit exister avant la vente de l'entreprise, avant la cession. Ensuite, il faut que les titres de la société cédée soient apportés avant la cession à la holding. Ça, c'est très important. Donc, on apporte les titres de la société à vendre à la holding. Dans un troisième temps, donc, on va céder les parts de cette société qui étaient logées dans la holding. Donc, la holding va céder les parts de la société. Et enfin, la dernière étape qui est clé pour bénéficier du dispositif remploi de produits de cession, il convient de remployer 60% des fonds issus de la vente et qui sont déjà dans la holding dans les 2 ans suivant la cession. Donc, quand vous avez cédé, vous avez 2 ans pour remployer 60% des fruits de la cession. Et j'insiste sur les 2 ans, il faut vraiment préparer le schéma d'apport cession avant la cession. Parce que 2 ans, ça peut passer vite dans ce cas de figure. Et une fois que l'apport cession est réalisé,
Il ne faut vraiment pas trop attendre, car si la date limite est dépassée, il n'y aura plus rien à faire et vous serez entièrement exigible à la flat tax. Donc, c'est ce qu'on souhaite éviter aujourd'hui. Quelques schémas pour expliquer donc en détail le mécanisme de l'apport-cession. Donc, je vous en ai parlé tout à l'heure. L'apport, tout d'abord, donc le dirigeant ou l'actionnaire qui détient les actions de la société qui va être cédée. Donc, le dirigeant, il va apporter, ça c'est ce qu'on voit dans le premier schéma, tout ou partie des titres de la société à une holding. J'insiste sur tout ou partie parce qu'il n'est pas obligé d'apporter 100% des titres, il peut en apporter qu'une partie, sachant que sur la partie non apportée, évidemment, il sera éligible à la fiscalité normale. Donc, seule la partie apportée à la holding donc, sera éligible au report d'imposition. La holding, ensuite, concernant la cession, donc la holding va procéder à la cession des parts à un tiers acquéreur et donc va recevoir le produit de la cession. Donc, ça, c'est très important. Donc, l'argent reste dans la holding. Et enfin, donc à proprement parler, le remploi. Donc, la holding, j'insiste sur le montant, doit réinvestir 60% du produit de la cession dans les 24 mois, et j'insiste également sur les 24 mois, et il peut le faire à travers différents dispositifs. Nous, à titre d'exemple, on vous propose le fonds Calao Participation numéro 2, qui prendra de manière indicative entre 12 et 20 participations dans des PME françaises, ce qui le rendra éligible au dispositif fiscal attractif. Et enfin, évidemment, il y aura un report d'imposition suite au respect des conditions mentionnées. Un autre exemple donc, pour illustrer le propos. Donc, le fameux chef d'entreprise qui va réaliser une cession pour 1 million d'euros, donc qui va réaliser un apport de ses titres vers la holding, qui elle est soumise à l'IS, et ensuite il va procéder à la cession pour 1 million d'euros. Donc, vous le voyez là avec la souris, donc l'apport cession. Donc, d'abord, on apporte les titres à la holding. La holding va céder les titres. Les fonds restent dans la holding. Les 1 million d'euros sont dans la holding. Ensuite, donc, dans les 2 ans, il doit remployer les montants issus de la cession. Donc, sur ce million d'euros, il y a 60% qui doivent être employés de manière obligatoire dans des PME éligibles. Et j'insiste là-dessus, c'est qu'il n'y a pas d'autre alternative pour profiter de ce dispositif attractif que de faire du remploi dans le respect des strictes conditions. Donc, soit à travers un fonds, soit en direct, mais en tout cas, il n'y a pas d'autre alternative pour le cédant d'entreprise. Et également, donc vous le voyez là, les 400 000 euros qui vont, eux, rester dans la holding et qui peuvent être librement investis par le cédant. Donc, sur ces 400 000 euros, il peut, s'il souhaite, investir en immobilier, dans des OPCVM, des actions en direct, des obligations. Il est libre et c'est en ça que le rôle du conseiller en gestion de patrimoine peut également être important à ce moment de la cession, c'est qu'il a une allocation à faire pour son client. Ensuite, donc, si le client a réinvesti donc, les 600 000 euros dans notre fonds Calao Participation numéro 2, au bout de la durée de vie du produit, donc au minimum de 5 ans, le fonds va céder ses participations et rembourser la holding du dirigeant. Donc, soit ça se fera en plus-value, et c'est ce qu'on espère évidemment, et c'est ce pourquoi on se bat tous les jours, soit au nominal, soit avec une valeur inférieure, ce qui peut également arriver. Dans le cas de la plus-value, prenons l'exemple d'une plus-value de réalisée de 200 000 euros. Donc, le Calao Participation numéro 2 va rembourser 800 000 euros à ses porteurs contre un investissement donc de 600 000, donc avec une plus-value de 200 000 euros. Et là, je vais juste passer la parole à Maître Morazin concernant la taxation finale de ces 200 000 euros de plus-value. Comment va-t-elle se faire si elle se fait en direct à l'ISF ou via un fonds? Et je crois qu'il y a différents critères qui doivent rentrer en ligne de compte et je laisse la parole à François. Alors, il y a une distinction à faire. Si on est dans le cadre d'un remboursement par le fonds, tout d'abord, les remboursements qui se font jusqu'au montant des apports ne donnent pas lieu à imposition. Donc, c'est comme si c'est le même mécanisme que pour des parts de fonds détenues par des personnes physiques. Tant que jusqu'au remboursement des apports qui ont été effectués dans le fonds, pas de taxation. Au-delà, imposition éventuellement à la plus-value. Une sous-distinction doit être faite. Une distinction doit être faite, sachant, on distingue suivant alors par hypothèse, les titres sont détenus depuis plus de 2 ans depuis leur souscription, et il faut faire une distinction suivant que les titres des sociétés détenus par l'intermédiaire du fonds sont détenus à plus de 5% ou à moins de 5%. Si on est à plus de 5%, on est en titre de participation et on est complètement exonéré
d'impôt sur la plus-value qui est distribuée par le fonds. Si la société est détenue à moins de 5%, on a une imposition à l'IS qui sera à 15% versus 28 actuellement pour le taux de droit commun. Pour vous donner une perspective, par rapport à si les titres étaient détenus directement par la holding du dirigeant dans une société, il faudrait également faire une distinction suivant qu'on a un titre de participation, donc plus de 5% détenu plus de 2 ans ou pas. Si on est en titre de participation, dans ce cas-là, dans une holding qui détient les titres d'une société IS, on a une imposition sur une quote-part de frais et charges de 12%, ce qui fait qu'on a une imposition effective à 3,4%. Et si on détient moins de 5% ou pendant moins de 2 ans, à ce moment-là, pardonnez-moi, je ne sais pas si vous nous entendez parfaitement. J'ai l'impression qu'on a eu un petit souci avec Maître Morazin. Alors, attendez, hop. Est-ce que François, vous nous entendez ou pas? je vous entends très bien. Ah, pardon. Bon, bah écoutez, vous avez terminé? Oui, oui, c'est bon. Ah, pardon, il y a eu un petit décalage. Bon, alors, Et écoutez, je vais reprendre. Pardon. C'est possible. Il y a eu une question sur des droits de succession et plus-value en rapport d'imposition. Peut-être qu'on traitera toutes les questions à la fin. Oui, ce que je vous propose plus simple plutôt effectivement, que de les je vous traiter au fur et à encourage mesure. effectivement à poser des questions si vous le souhaitez et on y répondra globalement à la fin des interventions si ça vous convient. Donc, je vais reprendre la parole. Je vous remercie, Maître. Donc, évidemment, en cas de performance nulle ou perte, comme vous le voyez ici, il n'y aurait pas de taxation liée à ces moins-values. J'insiste, hein, je n'ai peut-être pas bien insisté sur ce point-là, mais les 600 000 euros, vous voyez, une astérisque, hein, faut réinvestir ces 600 000 euros pour les participations cédées à partir du 1er janvier 2019. Hein, ça, c'est très important aujourd'hui. Hop. Donc, comment s'articulent les fonds dans la holding? Donc, je vous l'ai dit, les 60% à remployer. Donc, la holding du dirigeant a 2 ans à compter de la cession pour réinvestir au minimum 60% du montant perçu en investissant soit dans des PME en direct, soit dans un fonds qui va mutualiser plusieurs participations dans des PME. Et c'est ce que chez Calao Finance, on propose aujourd'hui. Rappelons simplement que l'assiette qui va être considérée, c'est bien le montant de la vente, donc le produit de la cession, et pas la plus-value. Ça, c'est vraiment important. Parfois, on est interrogé sur ces questions-là. C'est bien le montant de la vente qui est pris en compte comme assiette considérée et pas la plus-value. Et donc, je vous l'ai dit, les 40%, donc le portefeuille libre de la holding, donc ce solde de 40%, le dirigeant peut en faire sensiblement à peu près ce qu'il veut. Il peut investir dans tout type de support, que ce soit de l'immobilier, des OPC EVM. Et c'est vraiment à ce moment-là que le rôle du conseiller en gestion de patrimoine peut être extrêmement important et décisif dans le cadre de cet instant qui est quand même assez particulier et important dans la vie du gérant d'entreprise. Donc, 2 possibilités sur ces 60% donc, à remployer. Soit vous les faites en direct en investissant directement dans quelques PME de votre choix, soit vous le faites via un fonds. Alors, concernant l'investissement en direct, on va vous dire, nous, ce qu'on en pense. Et on trouve que c'est quand même un sujet qui est quand même extrêmement complexe pour une personne, entre guillemets, qui a d'autres activités, que d'investir en direct, à réaliser différents investissements donc dans des PME en direct. D'abord, il faudra que la personne veille elle-même à l'éligibilité juridique de ces investissements, car il y a parfois des exclusions sectorielles. De plus, il va devoir investir potentiellement dans 1, 2, voire 3 PME parce que ça sera difficile de suivre plus de participation, ce qui va générer une très faible diversification. Ensuite, il faudra qu'il formalise un pacte d'actionnaires, donc ce qui doit être négocié, ce qui n'est pas toujours évident et simple. Notre vue chez Calao Finance, et c'est ce qu'on fait tous les jours, investir dans une PME, c'est pas si compliqué que ça, mais par contre, en sortir et si possible avec des plus-values, c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on peut penser de prime abord. Et enfin, il y a un sujet lié au pourcentage de détention, donc qu'il soit en augmentation de capital, donc aucun minimum ne va être demandé, en acquérant des actions d'une entreprise auprès d'un de ses actionnaires. Là, c'est beaucoup plus contraignant, car il va falloir détenir au moins 33,33% du capital, donc un tiers du capital, et qu'aucun autre actionnaire n'ait directement ou indirectement un pourcentage supérieur de détention. Donc, vous voyez, il y a des critères juridiques et réglementaires à respecter et à bien avoir en tête. Et c'est pour ça que nous, on préconise plutôt d'utiliser des dispositifs dédiés au remploi de produits de cession, donc
comme des fonds, donc comme le fonds Calao Participation numéro 2, parce que c'est des solutions qui vont être mutualisées, donc qui vont répartir le risque sur différentes participations et qui sont globalement plus simples à mettre en œuvre. Donc, je vous l'ai dit, hein, la diversification, c'est une réduction du risque. Pour des cédants d'entreprises qui ont travaillé toute leur vie pour pouvoir, à l'issue de leur carrière professionnelle, céder et matérialiser le fruit de leur travail à travers une plus-value plus ou moins conséquente, l'idée, ce n'est pas de tout rejouer et de reprendre des risques en investissant sur un ou deux dossiers ou un ou deux secteurs. Nous, ce qu'on préconise plutôt, c'est effectivement de répartir sur différentes participations, sur différents secteurs, et donc de le faire via un fonds mutualisé. Et en plus, nous, on a l'avantage, les participations, on va les accompagner, on va les suivre de leur financement jusqu'à leur cession. Donc, c'est notre travail, c'est d'accompagner des entrepreneurs à développer leurs entreprises et ensuite de pouvoir céder ces participations dans les meilleures conditions possibles. Donc, ça demande tout un travail de suivi, un travail quotidien qu'il est difficile de faire pour une personne seule qui a d'autres activités par ailleurs. Et également, évidemment, ça permet, en investissant dans un fonds de remploi, de le faire directement. Ça permet de bénéficier d'une sécurité juridique qui va être offerte à travers l'enveloppe FPCI sur l'ensemble du montage. Pour les conseillers en gestion de patrimoine, donc je vous l'ai dit, le moment de la cession d'entreprise, c'est un moment important. Le point principal à avoir à l'esprit pour les gestionnaires de patrimoine, ça va être de bien sensibiliser leurs clients, dirigeants de PME, gérants de commerce, bien en amont, avant leur cession, afin d'optimiser cette solution le moment venu. À ce moment-là, l'interlocuteur naturel du chef d'entreprise, ça va être l'expert comptable. Mais comme il y a des interactions fiscales et patrimoniales, le rôle du gestionnaire de patrimoine, pour nous, il va être essentiel. Et si besoin, il pourra d'ailleurs s'adjoindre les services d'un fiscaliste pour vérifier que le montage est propre et bien carré. Ça va être un moment clé pour les clients, évidemment, qui va permettre aux conseillers en gestion de patrimoine de leur proposer différents services à valeur ajoutée. Ça peut être de l'ingénierie patrimoniale pour préparer la cession. Ça peut se faire à travers des donations, des logiques de transmission de patrimoine. Ça va être également de définir la partie de la vente qui va faire l'objet de l'apport-cession. Donc, je vous l'ai dit, on peut céder les 100%, on peut remployer les 100% qu'on souhaite, mais on peut également céder une partie des parts à la holding et en céder une partie en direct, ce qui reviendra à recevoir du cash directement. Donc, il y a un arbitrage à déterminer avec le cédant d'entreprise pour décider comment il veut répartir le fruit de la cession. Et évidemment, comme je vous l'ai dit, il y a les fameux 60% qui devront être réinvestis en PME, donc à travers un produit ou en direct, un produit dédié comme un FPCI, ou en direct, donc investir directement en PME, et ces 40% de cash qui vont rester dans la holding, qui pourraient en faire l'objet d'allocations de la part du conseiller en gestion de patrimoine. Oui, Alexandre, je vais rajouter un petit point. Alors, juste confirmer qu'effectivement, on a reçu beaucoup de questions déjà en amont, et il y en a donc en ligne qui arrivent, qu'on répondra à tout, soit au fil de l'eau, si je puis dire, d'intervention, soit à la fin, essentiellement à la fin de l'intervention. Juste un point sur la définition de la partie de la vente, c'est-à-dire ce qu'on va apporter à la holding pour le process d'apport-cession-remploi. Nous, ce qu'on observe, c'est qu'il y a grosso modo deux types d'entrepreneurs. Il y en a qui, on va dire, ont bien vécu, se sont bien payés et ont tout ce qu'ils pouvaient souhaiter avoir. Là, donc, je ne suis pas sur l'aspect financier, je suis sur des aspects très matériels, que ce soit la maison, la belle voiture, que sais-je. D'autres se seront payés plus modérément et donc, lors de la vente, peuvent avoir envie de remployer bien évidemment, mais aussi de profiter un peu de l'argent. Donc, c'est pour ça que c'est un point à voir au départ, avant l'apport. Et donc, souvent, on voit des gens qui, pour ceux qui souhaitent bénéficier du cash dans leur poche, si je puis dire, vendre 30% en direct et apporter 70% de la vente, par exemple, à la holding. Parce que, bon, on le reverra avec François, mais ce qui est dans la holding est dans la holding. Alors, il y a les fameux 60% à réinvestir en PME, avec Calao Participation numéro 2, par exemple. Mais donc, il y a les 40% qui restent, où là aussi, le rôle du conseiller en gestion de patrimoine, c'est de pouvoir proposer des allocations en OPC, en immobilier, que sais-je. Mais on va dire que ce sera peut-être de l'argent investi et placé. Et donc, le dirigeant cédant avec sa holding ne pourra pas, je dirais, piocher, excusez-moi du terme, dans la holding pour des raisons personnelles. Voilà. Donc, ça, c'était un point important. Je vais répondre en direct à une question donc, qui nous est posée sur les 60% de la vente. Est-ce qu'on peut être majoritaire
je suppose dans le cadre du réemploi. Donc là-dessus, 2 points. Je parle sous contrôle de François. Pour faire du remploi, quand vous allez donc réinvestir l'argent, quand vous réinvestissez dans une entreprise en achetant les titres de quelqu'un d'autre. Je vous rappelle que pour devenir actionnaire, il y a 2 solutions. Soit vous rachetez les titres d'une société à quelqu'un, soit vous apportez du cash sous forme d'augmentation de capital. Quand vous rachetez les titres à quelqu'un, vous devez être majoritaire, en tout cas le premier actionnaire, n'est-ce pas François? Je ne sais pas si tu confirmes. Voilà, François confirme. Sinon, vous avez l'opération d'augmentation de capital. Donc ça, c'est ce qu'on fait chez Calao Participation, enfin dans le cadre de Calao Participation. Et là, vous pouvez détenir que 1%, 0,4%, 5%, que sais-je, d'une entreprise. Donc, ce qui permet de mutualiser le risque. Alors que si vous rachetez les parts à quelqu'un, là, vous devez mettre beaucoup plus sur la table pour être, donc, grosso modo, majoritaire. L'idée de la loi, c'est que, de cette différence, c'est que quand on achète des titres à quelqu'un, il n'y a pas d'argent d'injecter dans l'économie. C'est un échange, un flux entre actionnaires. Quand on fait une augmentation de capital, on injecte de l'argent dans l'économie, on injecte de l'argent dans les PME, et donc elles peuvent se développer, recruter, etc. Donc c'est pour ça que c'est plus souple avec l'aspect augmentation de capital. Voilà. Et je précise, François, donc on a, on a eu une question tout à l'heure par rapport à quelqu'un qui décéderait pendant la porte-session. Enfin, j'ai plus la question sous les yeux. Il y a eu effectivement un petit problème de son, donc on reprendra le point à la fin. Je vois qu'il y a d'autres questions qui arrivent. On va les traiter à la fin. Et donc, je te repasse la parole, Alex. Alors effectivement, il y a beaucoup de questions qui arrivent, donc on va essayer d'accélérer sur la présentation. Donc j'ai bien expliqué le dispositif d'apport-cession. Maintenant, je vais vous présenter en quelques mots donc, le FPCI Calao Participation numéro 2, donc notre solution aujourd'hui d'investissement éligible au dispositif de remploi de produits de cession. Donc le fonds investira dans différents secteurs, donc que ce soit le digital média, la distribution spécialisée, le sport, l'intelligence artificielle, la sécurité, l'agroalimentaire et les actifs tangibles. J'encourage tout le monde à aller sur notre site internet pour voir un peu la liste des participations aujourd'hui qu'on peut avoir dans les différents fonds qu'on a lancés depuis maintenant 10 ans chez Calao Finance. Notre politique d'investissement, donc c'est une politique d'investissement thématique qui va permettre de mieux détecter ce qu'on appelle les méga trends, donc ces fameuses super tendances de long terme qui nous promettent de générer de la croissance à long terme pour les 15 ou 20 prochaines années. Ça passe donc de l'art de vivre aux activités stratégiques, dont certaines PME d'ailleurs détiennent des actifs tangibles. À titre d'exemple, Eric vous en a parlé tout à l'heure, on a lancé un fonds donc, dédié aux wagons de transport de fret. Et donc, on l'avait fait avec, clairement, c'était un actif tangible. Il n'y a pas plus tangible que des wagons de fret. On va s'entourer d'experts sectoriels qui vont être intéressés à la performance des solutions d'investissement. Et ça, c'est vraiment très important. Et c'est une particularité chez Calao Finance, c'est que ces experts sectoriels, ils n'ont pas uniquement un rôle de consultant, ils ont clairement un rôle d'investisseur parce qu'ils vont investir leur propre argent aux côtés de Calao Finance et des investisseurs des produits, ce qui va permettre d'avoir un alignement d'intérêt complet avec les souscripteurs. L'idée, c'est qu'ils ont autant intérêt que nos clients finaux à ce que leurs conseils et leurs apports en tant qu'experts sectoriels permettent de générer de la performance à nos solutions d'investissement. Eric Boula vous en a parlé tout à l'heure, donc des partenaires opérationnels, donc par exemple avec le groupe Millet, pour le fonds dédié au transport ferroviaire. C'était la Fédération des équipementiers de force spéciale, donc pour tout ce qui est innovation technologique liée à la sécurité et ce qu'on appelle les applications duales, donc les applications qui ont une activité et militaire et civile. Ça va être également la société Labelliance pour notre fonds actuellement en cours de commercialisation, donc dédié à la transition agroécologique dans la région Nouvelle-Aquitaine, dont Eric vous a brièvement parlé tout à l'heure. Également, une particularité chez Calao Finance, c'est qu'on a des co-investisseurs industriels. Ça peut être le commissariat à l'énergie atomique, ça peut être le groupe ADP, ça peut être Safran, par exemple. Et évidemment, on va avoir un accompagnement stratégique des participations. Nous ne sommes pas entre guillemets, purement des financiers. On a une vraie démarche d'investisseurs entrepreneurs où on va jouer notre rôle d'investisseur en apportant des fonds propres à des entreprises qui ont besoin de se développer. Mais également, on va apporter notre vision d'entrepreneur à des sociétés qui ont besoin, par exemple, de contacts. On va faire jouer le réseau de Calao Finance pour pouvoir ouvrir des portes ou avoir des conseils pour aider à la bonne progression, à la bonne marche des entreprises qu'on va financer.
C'est un fonds, en résumé, qui va s'adresser à des actionnaires qui vont céder une participation, à des personnes physiques et morales qui sont à la recherche de diversification patrimoniale, pardon. Évidemment, dans quel but? Donc, d'abord, reporter son imposition et diversifier son risque. Et ensuite, l'idée aussi, c'est de diversifier son patrimoine dans le non-coté. Il y a une classe d'actifs complètement décorrélée de l'évolution des marchés financiers cotés, et ce qui représente tout son intérêt dans la bonne gestion d'un patrimoine. Les secteurs qui vont être ciblés donc, par le fonds Calao Participation numéro 2, donc on vous l'a dit, on va s'attacher à être suffisamment diversifié pour répartir les risques et ne pas prendre trop de risques sur ce fonds-là. Donc ça va être les innovations de rupture de la French Tech, ça va être les activités duales, je vous l'ai dit, la transition agroécologique, donc à travers les activités commerciales et les actifs tangibles, et ça va être la French Touch. Donc, à titre d'exemple, par exemple, vous connaissez tous la griffe Inès de la Fressange qu'on a aidé à développer et à relancer il y a quelques années et qu'on continue encore aujourd'hui. Cette approche donc, va concerner des PME à fort potentiel, donc qui vont être dans les secteurs, je vous l'ai dit, les digital médias, le sport, l'intelligence artificielle, la technologie numérique, la cybersécurité, les loisirs, les accessoires de luxe et également donc, des sociétés détentrices d'actifs tangibles comme dans le domaine de l'agroalimentaire. Juste une dernière précision liée au contexte du Covid-19 et à son impact. Comme vous l'a dit Eric tout à l'heure, on va faire en sorte que les sociétés qu'on va suivre soient le moins tributaires possible des flux de transport, donc qui risquent d'être pénalisés encore pour de nombreuses années. Et donc, ça va être principalement, on va retrouver ces secteurs tributaires des flux de transport dans l'hôtellerie, évidemment, donc, les loisirs, le tourisme, et également tout ce qui est lié à l'économie donc présentielle, donc notamment les magasins physiques retail qui sont fortement impactés par la baisse des flux de transport. Un extrait de notre portefeuille donc, du Calao Participation numéro 1 qui détient aujourd'hui 20 participations donc, dans des univers d'investissement très larges qui vont de la production cinématographique, donc avec la société Azuna, à la production et à la commercialisation de caviar, donc avec la société Caviar de Neuvik, en passant donc par une société qui fait des robots collaboratifs qui s'appelle EasyBot, ou une société spécialisée dans ce qu'on appelle le domaine de la guerre électronique, donc qui s'appelle Apicis. Et enfin, à titre d'exemple, sur la partie active tangible dans le secteur agroalimentaire, on a une société qui s'appelle Champomme, qui produit et commercialise des pommes de terre dans le nord de la France. Le fonds FPCI Calao Participation numéro 2, donc c'est un fonds professionnel de capital investissement, donc qui va être géré par la société Calao Finance, donc qui sera éligible au dispositif 150 0 BTR du Code général des impôts pour toutes les sessions intervenues depuis le 1er janvier 2019. Le fonds a une durée de vie de minimum 8 ans, qui peut être prorogée 2 fois 1 an en fonction des conditions de marché à la sortie du produit. L'idée étant, c'est que dans l'intérêt des porteurs, on va essayer de sortir dans les meilleures conditions possibles à l'horizon des 8 ans, mais si c'est nécessaire, on utilisera la flexibilité qui nous est offerte par ces 2 fois 1 année pour sortir dans les meilleures conditions et au meilleur prix possible. C'est un fonds dont le minimum de souscription est de 100 000 €, qui a 3 types de parts différentes, et ça, je vous laisse revenir vers moi pour plus de détails. Et c'est un fonds qui ne distribuera évidemment pas de dividendes à compter dans les 5 premières années de sa durée de vie et qui ensuite, au fur et à mesure des cessions d'entreprise du portefeuille, pourra procéder à des versements de dividendes et à des distributions au fur et à mesure des cessions qui seront réalisées par les gérants. Voilà pour moi. Je vous remercie à nouveau pour toutes les questions que vous avez posées et je vous rappelle qu'on y reviendra à l'issue des interventions et je repasse la parole désormais à Eric. Oui, donc on va, avant de répondre à toutes ces questions, parce qu'il y en a vraiment beaucoup, plus celles qu'on a reçues avant, je vais passer la parole à Sylvie, donc Sylvie Hernando, donc de Agama Conseil, donc qui est spécialisée sur le suivi des conseils en gestion de patrimoine par rapport à la compliance, qui va vous parler du parcours client, ce qui est important, et de la gouvernance produit. Sylvie, c'est à toi. Merci Eric. Donc bonjour à tous. Ce que je vous propose, c'est de faire un rapide tour d'horizon de 3 points qui nous ont semblé importants. La première, c'est de faire le point donc c'est un point arrêté à octobre, sur les sanctions et accords de composition de l'AMF en 2020. Il y a trois sujets qui se détachent, bien qu'ils soient tous importants. C'est à la fois donc, tout ce qui va être de l'ordre de l'exercice illégal d'activité non autorisée pour un CIF. Je vous rappelle que
la commercialisation et le service de RTO ne peut se faire que sur des OPC. Et donc souvent, c'est sur d'autres titres ou instruments financiers que l'exercice illégal s'opère. Également, le point important, c'est en lien avec la documentation réglementaire, d'une part, le non-respect du principe d'une information claire, exacte et non trompeuse à l'attention de votre investisseur, et de l'autre, tout ce qui va être la documentation liée à l'entrée en relation, donc du DER jusqu'au rapport d'adéquation. En quoi c'est important? En fait, d'une part, on sait que sur le plan théorique, vous en entendez souvent parler par vos associations professionnelles, par votre conseil si vous en avez un. Pour autant, sur le plan pratique, on le voit dans les sanctions ou dans les accords de composition, notamment chez les clients que l'on accompagne, il y a souvent des erreurs sur la partie documentation réglementaire. Le dernier point concernant les sanctions et les accords de composition, l'AMF et également la CPR pour vos autres activités n'ont pas prévu de considérer la situation sanitaire comme pouvant diminuer les griefs qu'il pourrait y avoir concernant l'année 2020 sur le non-respect de vos diligences. Donc, voilà, je vous invite à faire attention pour cette fin d'année encore sur les conseils que vous pourrez apporter à vos clients. Sur la diapo suivante, donc on va rentrer dans le détail, en quelques minutes du parcours client. Les points d'attention, si vous êtes dans le cadre du réemploi de session pour garder la thématique de ce matin, mais également pour l'ensemble des conseils que vous pourrez fournir à vos clients, respectez au maximum les étapes qui sont ici présentées, donc la remise du document d'entrée en relation, l'établissement d'une lettre de mission avec questionnaire et profil de risque, dans un sens ou dans l'autre. Vous pouvez faire le point 2 avant le point 3 ou inversement, ça ne pose pas de problème, il suffit que ce soit clairement expliqué à votre client. Ensuite, dans le cadre de la fourniture du conseil, il vous faudra établir un rapport d'adéquation qui va comprendre le test d'adéquation, c'est-à-dire la correspondance entre le besoin exprimé du client, le produit conseillé et la corrélation avec le marché cible, on le verra en suivant. Et également, pensez à remettre l'ensemble de la documentation, DIC, d'ici, à l'attention de votre investisseur. Également, pour certains produits, de penser à bien faire signer la convention de RTO. Et puis, n'oubliez pas que du suivi dans le temps que vous devez à votre client, notamment depuis l'instauration de MIF2, concernant le rapport à minima annuel qui comprend à la fois un point de situation du client, du contrat que vous lui avez souscrit et également la remise des frais ex post avec les informations fournies par votre partenaire fournisseur. Voilà pour les points d'étape clés qu'il vous faut respecter sur ce point-là. Concernant la gouvernance produit, c'est un sujet majeur qui a été instauré par MIF2 et qui demande un certain travail en amont, on ne va pas se le cacher, concernant la mise en œuvre de ce marché cible avant de pouvoir faire vos préconisations auprès de vos investisseurs. Il y a un rapport et un lien très étroit qui doit être fait, et c'est la réglementation qui le dit en quelque sorte, entre le producteur et le distributeur. Le producteur va mettre en place certaines choses pour définir le marché cible que vous allez devoir appliquer. Sur les produits relevant de votre habilitation CIF, donc relevant de la directive MIF2, vous avez un marché cible positif, donc les clients à qui le produit est destiné, et également un marché cible négatif, c'est-à-dire les clients pour qui le produit n'est absolument pas recommandé. Au milieu, il y a le marché cible qui dit gris, une zone neutre, qui vous appartient de compléter. Soit vous considérez que les gens de la zone neutre passent en marché cible négatif, soit vous les intégrez dans le marché cible positif. Bien évidemment, vous avez une petite marge de manœuvre et si exceptionnellement, et j'insiste sur le caractère exceptionnel, vous deviez proposer le produit relevant du marché cible négatif, il vous faudra être en mesure de le justifier clairement auprès soit de votre fournisseur s'il vous en fait la demande et il en a parfaitement le droit dans le cadre de MIF2, soit auprès du régulateur en cas de contrôle. Sur la diapo suivante, c'est
un schéma explicatif de la manière dont à la fois votre partenaire va lui déterminer le marché cible, c'est-à-dire il va regarder plusieurs informations, notamment le profil rendement-risque, la structure de coût associée au produit, et il va mettre à votre disposition l'information. Cette information, si elle n'est pas mise à disposition spontanément, il vous faut la demander. Vous, en contrepartie, vous allez devoir, selon le texte, répondre à 5 catégories de critères pour dire que vous avez l'ensemble des informations vous permettant d'avoir le marché cible. C'est-à-dire quelle typologie de clients, clients professionnels, non professionnels, les deux, quels sont les objectifs d'investissement du client, court terme, moyen terme, long terme, quelle est sa tolérance au risque, donc ça c'est votre profil investisseur qui l'aura déterminé, ainsi que la capacité à subir les pertes, et également sa connaissance et expérience sur ce type de produit. Est-ce qu'il est novice, intermédiaire ou expert, et est-ce que ça pose un problème qu'il soit novice par exemple pour un produit dit risqué. Voilà l'ensemble des critères qu'il vous faudra regarder. En dernier point, vous faire une rapide présentation d'Agama. Donc, nous sommes un cabinet de conseil qui a 7 ans, nous sommes 30 collaborateurs. Pour la partie distribution, nous sommes un pôle dédié qui travaille à la fois avec des CGP indépendants sur le plan capitalistique, mais également des family office, des groupements, des associations professionnelles. Et puis, nous intervenons aussi ponctuellement sur les sociétés de gestion qui ont une part de distribution importante. La manière dont on peut vous accompagner, de façon synthétique, voici les grands thèmes. Effectivement, tout ce qui va être l'assistance annuelle, c'est-à-dire une assistance au long cours sur la mise à jour de votre documentation réglementaire, procédure interne et réponse à vos questions techniques. Réaliser un audit éventuellement de votre structure. Vous assistez bien sûr dans le cadre des contrôles de tutelle, nous le faisons quotidiennement. Participer aux formations indispensables, vous devez vous former sur la partie CIF via votre association professionnelle, mais vous pouvez également faire appel à d'autres prestataires pour notamment la lutte contre le blanchiment et la directive sur la distribution d'assurance. Pour la lutte contre le blanchiment, il n'y a pas une obligation réglementaire sur le plan de prouver que vous avez fait vos heures de formation, comme pour la DDA ou CIF. En revanche, sur la partie LCBFT, vous devez former vos collaborateurs tous les 12 à 18 mois et ceci sera observé en cas de contrôle de l'AMF ou de la CPR. Et puis, certaines missions spéciales concernant soit la commercialisation de certains produits, soit l'organisation de votre cabinet avec des sous-distributeurs. Voilà pour la présentation, je vous remercie. Merci Sylvie. Alors, on a 2 questions pour toi qu'on avait reçues préalablement, que je vais donc te poser. Qu'est-ce qui se passe si je n'obtiens pas les informations marché cible de mon producteur? Voilà, qu'est-ce qui se passe? Alors, effectivement, on a pu constater en discutant avec nos clients qu'il y a certains producteurs qui ne fournissent pas l'information sur le marché cible. Il faut savoir que c'est le distributeur. Le distributeur est tenu d'établir le marché cible. Donc, il est évident que les informations fournies par le producteur sur les 5 critères que j'ai mentionnés via l'intermédiaire d'un fichier EMT, c'est l'idéal. On parle bien des produits CIF. En revanche, si vous ne les obtenez pas, il y a l'autre possibilité qui est d'aller chercher l'information vous-même à l'intérieur d'EDICI et du prospectus ou du règlement du fonds en fonction de sa structure. Et puis, en dernier ressort, il est aussi à votre discrétion, de la même manière que vous êtes tenu de ne pas travailler avec un client qui ne vous fournirait pas d'informations pour établir un conseil, vous pouvez aussi mettre fin à votre relation avec votre partenaire. Pour autant, globalement, quand même, lorsque vous leur demandez, l'information aujourd'hui est plus rapidement fournie que qu'il y a quelques mois, quand il a fallu qu'eux aussi se structurent par rapport à MIP. Ok. Et donc, seconde et dernière question, est-ce que les documents réglementaires peuvent être envoyés en signature électronique à la même date? Alors, effectivement, les outils, les agrégateurs, donc pour la plupart, vous utilisez Mενimore ou O2S, sont des outils facilitants pour vous. Pour autant, la réglementation demande à ce qu'il y ait un délai de réflexion pour le client entre les documents et les informations que vous lui remettez. Donc, globalement, envoyer le DER, la lettre de mission
et le KYC comprenant questionnaire, connaissance client et profil de risque à la même date ne pose pas de problème. En revanche, votre rapport d'adéquation, en toute logique, entre le moment où il vous a fourni des informations le concernant avec ses objectifs et le moment où vous lui faites le conseil, il y a une phase de réflexion et de travail de votre part. Donc, les documents ne sont pas à remettre à la même date pour justifier justement que vous avez fait le travail à des dates différentes et que tout n'a pas été fait dans un seul et unique rendez-vous. Ok, merci Sylvie. Donc, s'il y a d'autres questions pour Sylvie, de toute façon, elle reste avec nous. On pourra les reposer à la fin. On va donc passer à la partie point de vigilance avec Maître François Morazin. François, es-tu avec nous? Oui, je te vois. C'est donc à toi, François. Je suis là, je m'entends. Et on aura pas mal de questions pour toi. Voilà. Ah bon? J'ai cru voir, ouais. Ça a l'air de... Je fais ça. Est-ce qu'on m'entend? Oui, François, on vous entend. On ne vous voit plus, mais on vous entend, donc okay. C'est très bien. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Alors, je voulais... oui, le but de l'opération, c'était de faire un retour d'expérience et un point de vigilance sur ce qu'on a pu... sur ce qu'on a pu constater en pratique. Le premier point, il est sur le fait de bien veiller au respect du délai de 2 ans, de 24 mois. Alexandre vous en a parlé plusieurs fois, mais en termes de retour d'expérience, ce qu'on a constaté, c'est qu'il est parfois difficile de respecter ce délai de 24 mois pour les chefs d'entreprise, notamment s'ils veulent faire leur investissement direct. Moi, ce que je peux vous dire, ce que j'ai vu effectivement dans la pratique, c'est que si jamais il y a 1 ou 2 dossiers de remploi qui ne se fait pas, le délai de 24 mois, enfin le terme du délai de 24 mois, il est vite atteint. Donc il faut quand même, c'est un réinvestissement si possible qu'il faut essayer c'est une stratégie qu'il faut essayer de mettre en place même un peu avant la session pour que les choses se fassent sereinement. Le deuxième point de vigilance sur lequel je voulais attirer votre attention, c'est la prolongation du délai de réinvestissement à la suite du premier confinement. Il y a eu un décret sur notamment les délais de procédure durant le premier confinement et qui a suspendu du 12 mars au 24 juin les délais. Cette suspension s'applique également au délai de réinvestissement de 24 mois, donc après la cession, et bénéficie donc au 150 0 BTR. Mais ça s'applique donc pour ceux qui ont déjà cédé. Un troisième point de vigilance qui était sur la gestion des compléments de prix. Et je suis en train de le constater d'ailleurs ce matin même sur un autre dossier sur les modalités de paiement du prix. Si on est dans le cadre d'un complément de prix stricto sensu, donc je vous rappelle ce qu'est un complément de prix. Un complément de prix, c'est un complément de prix qui est calculé sur les résultats financiers, par exemple, de la société sur la suite, qui sera versé ultérieurement. Dans le cadre du 150 0 BTR, le délai pour réinvestir croit compter de la perception du complément de prix. Et donc, il faudra réinvestir 60% de ce complément de prix pour peu que ce soit vraiment un complément de prix au sens du Code général des impôts. Si, par exemple, il était prévu un paiement différé du prix ou un paiement one-shot lors de la cession et un paiement complémentaire dans 2 ans et que ce n'est pas vraiment un complément de prix, donc pas assis sur le résultat financier de la société, je pense que le délai de réinvestissement et le quantum du réinvestissement sera calculé lors de la cession. Donc, c'est un point sur lequel il faut faire attention, parce que je le constate, je viens de le voir ce matin dans un dossier. Sur le quatrième point, sur les SPFPL, parce que vous allez être, je pense que vous allez être confronté à des clients qui sont dans des professions réglementées, des professions libérales, des pharmaciens, des biologistes, des vétérinaires, des biologistes médicaux, des vétérinaires, voilà. Ils exercent, s'ils sont sous forme de société, sous forme de SEL, de société d'exercice libéral.
ces sociétés ne peuvent être détenues que par des SPFPL, alors par des praticiens ou par des SPFPL, qui sont donc elles ont la forme juridique d'une SAS par exemple ou SA. Enfin, on choisit la forme juridique qu'on lui donne, mais elle doit réglementairement avoir le statut de SPFPL. Il y a une difficulté théorique sur les biologistes médicaux pour le séquençage des opérations d'apport-cession. En pratique, on a constaté que ce n'était pas forcément une difficulté, que ça se passait correctement, mais stricto sensu, sur regard des textes applicables du Code de la santé publique, il y a peut-être une difficulté dans le séquençage des opérations. Voilà, là, il faut. Voilà, si vous êtes confronté, il y a un petit point de vigilance à avoir là-dessus, sans rentrer précisément dans les détails de la réglementation applicable aux biologistes médicaux. Sur la transmission et la gestion de la holding, ça me permettra de couvrir une des questions qui a été posée. Vous avez donc votre client qui a apporté ses titres à une holding. La plus-value d'apport est donc placée en report d'imposition pour la totalité. La holding comptabilise les titres pour la valeur de cession, cède les titres, donc la holding ne fait pas de plus-value. Maintenant, quid de la plus-value en report d'imposition? Dès lors que vous touchez au titre de la holding, si vous les cédez ou vous les annulez, ça déclenche la plus-value en report d'imposition. L'un des moyens de purger les plus-values en report d'imposition, c'est donation-succession. Donation, c'est dans les régime des donations qui s'appliqueront. Donc, on peut faire des donations en nue propriété, ou on peut faire des donations dans le cadre du régime du pacte du trail. Il faut veiller à ce que la holding soit effectivement éligible. Je vous rappelle que ça ne s'applique que si la société est une société active, pour faire simple. Soit elle a une activité opérationnelle, soit c'est une holding animatrice, où il ne faut pas juste qu'elle y ait une convention de prestation de service, il faut qu'elle soit effectivement animatrice. Donc il y a des difficultés juridiques sur lesquelles il faut bien veiller et qui permettent de bénéficier, mais ça permet de purger cette plus-value en report d'imposition. La plus-value sera purgée en cas de décès, en cas de succession. Ce sont les droits de succession qui s'appliqueront et non plus la plus-value en report d'imposition. Vous avez un mécanisme de report du délai de conservation dans le cadre d'une donation, ce n'est pas le cas dans le cadre d'une succession. Pour être complet, si je fais une donation de titres d'une holding qui détient des titres d'une société opérationnelle, pas FPCI, il y a un délai de conservation de 5 ans pour les donations qui ont été effectuées depuis le 1er janvier 2020. Le délai était de 18 mois auparavant. Et pour les donations de holding qui ont investi dans un FPCI, le délai de conservation par le donataire, donc par celui qui reçoit, c'est 10 ans. Sinon, en effet, il y a un mécanisme de transfert de la plus-value en report d'imposition de la tête du donateur sur le donataire, si le délai n'est pas respecté. Donc voilà, on pouvait se poser des questions sur la constitutionnalité de ce mécanisme. En tout cas, pour la période antérieure au 1er janvier 2020, ça a été validé par le Conseil constitutionnel. Il n'y a pas eu de décision à la suite de l'extension de ces délais. Mais a priori, il n'y a pas de modification substantielle. Donc je pense que ça continue à bien tenir bon. Et oui, sur le dernier point sur le mécanisme et comment le séquençage se passe, vous avez votre holding qui a cédé les titres de l'opérationnel, elle a 2 ans, 24 mois pour réinvestir, elle prend l'engagement de réinvestir dans les titres d'un FPCI dans ce délai de 24 mois. Le FPCI, pendant une durée de 5 ans, appelle les engagements qui ont été effectivement souscrits, et à 5 ans pour le faire, il doit atteindre son quota au bout de 5 ans. Donc le quota soit, comme ça vous a été dit, soit directement dans des augmentations de capital, soit l'acquisition du contrôle d'une société opérationnelle, mais c'est plutôt dans des augmentations de capital qu'on s'oriente. Et je crois que j'ai raconté tout ce que j'avais à dire dans mon slide. Et maintenant, on va passer aux questions. Faut que tu termines. Eric, le micro. Je suis là. On va passer aux questions peut-être maintenant. Oui, tout à fait. Et il y en a plusieurs. Il y en a une qu'on nous avait posée par ailleurs, c'était le délai minimum quand on a remployé pour, on va dire, combien de temps les fonds doivent être bloqués. Allez, l'engagement de conservation. Oui. Donc c'est 1 an, c'est ça? Alors, 1 an si tu es dans ta holding, prends une participation dans une société opérationnelle, donc en direct, et pour un FPCI, c'est 5 ans. C'est 5 ans. Et juste ce qui s'explique par le respect du délai de investissement. Exactement. Il faut préciser d'expérience que pour ceux qui
investissent et au bout d'un an ressortent, je passe au contrôle de François, en général, il y a on va dire une vérification fiscale approfondie parce que voilà, c'est assez rare. Et donc, pour voir si ce n'est pas un montage, on va dire, dérivé. Voilà. Donc, en tout cas, et nous, en ce qui concerne pour le capital investissement, valoriser quelque chose au bout d'un an, ça, on ne sait pas faire. Alors, dans les questions, alors certaines, je pense pouvoir répondre. Une personne investissant 60% de la vente dans une entreprise, dans une nouvelle entreprise, je suppose, en remployant, peut-il être majoritaire? Oui, il peut être majoritaire. Mais en général, ça renvoie donc au cas que j'évoquais tout à l'heure, donc quelqu'un qui rachète des parts à quelqu'un d'autre. On le voit assez souvent dans la restauration, quelqu'un cède un restaurant, en reprend un autre. Bon, là-dessus, nous, on n'intervient pas sur ce type d'opération. Mais ils peuvent évidemment être majoritaires. Nous, ce qu'on propose, c'est une mutualisation dans une vingtaine de participations où on est minoritaire. Alors, François, pour toi, comment vendre en direct si l'on a déjà fait un apport de titre à la holding? Je crois qu'il n'y a pas de solution. T'as ma réponse. Non, faut vendre la holding, mais c'est compliqué. Ouais. Parce que c'est un mécanisme différent. C'est si on vend dans la holding, on est normalement en titre de participation et on n'a pas besoin de effectivement réinvestir. Maintenant, si j'ai apporté à ma holding il y a longtemps, j'ai potentiellement une plus-value importante dans ma holding. Le seul moyen, c'est de vendre la holding. Alors après, dans votre holding, vous avez parfois plusieurs participations, vous avez parfois autre chose. Ça complexifie les discussions avec l'acheteur parce qu'il n'a pas forcément tout le temps envie d'acheter la holding. Voilà. Donc, c'est compliqué, en résumé. Il y avait une question également sur la création d'entreprise. Donc là, oui, vous pouvez investir. De toute façon, c'est en augmentation de capital, par définition, quand on crée une entreprise. Donc, vous pouvez tout à fait, le dirigeant peut réemployer en investissant dans une création d'entreprise. Ensuite, on a une question, tu as peut-être plus ou moins répondu tout à l'heure, mais on va peut-être la réévoquer. Donc, une SARL de négoce à l'IS qui détient de l'immobilier avec 12 associés personnes physiques. Ouais. La plus-value va être très majoritairement issue de l'immobilier, donc apparemment 10 millions d'euros, ce qui est une bonne somme, puisqu'apparemment il y avait 55 000 euros d'actifs à l'origine. Félicitations. Voilà, félicitations. Est-ce que donc cette cession peut-elle bénéficier du 150-0B comme Bernard, je précise, et pas D comme Donald, Béter, voilà. Il faudrait un petit peu plus de détails pour voir un petit peu l'activité. Est-ce que c'est juste parce que si c'est du négoce, c'est une société qui est opérationnelle, mais je vais être un peu plus général. Dès lors que la société est à l'IS, quand bien même elle sera à prépondérance immobilière, elle pourrait bénéficier du 150 0 BTR. Maintenant, il faut juste vérifier que la SRL, donc, il écrit qu'elle est à l'IS, donc a priori, pas de difficulté. Elle pourrait en bénéficier, sachant qu'en plus, je suis même pas sûr, il faudrait vérifier qu'on soit en prépondérance immobilière, puisque pour peu que le terrain soit affecté à l'exercice de l'activité, on ne serait même pas en prépondérance immobilière. Mais quand bien même, ça ne poserait pas de difficulté. Donc oui, dans tous les cas. Voilà, donc en tout cas, pour ce sujet, donc pour Pascal Ronvaux, voilà, vous pouvez nous contacter, on fera suivre à François, parce que ça mérite sûrement une analyse plus détaillée. Une question par ailleurs, on y avait a priori répondu, mais à ce moment peut-être que François en accéléré, tu peux le refaire. C'est l'imposition de la plus-value de cession des parts investies dans un FPCI. Donc la holding qui a investi par exemple dans Caleo Participation numéro 2. Comment c'est traité? C'est traité. Parce qu'il y a eu, parce qu'il y a eu un petit, il y a eu un problème de son, j'ai l'impression. Il y a du monde sur la ligne. Alors, si on est en, donc il y aura distribution, par définition, distribution au-delà du délai de 2 ans de souscription des parts de FPCI. Donc dans ce cas-là, il faut faire une distinction suivant que le FPCI Calao aura plus ou moins de 5% des parts dans l'opérationnel. S'il a plus de 5%, c'est exonération totale. S'il a moins de 5%, c'est imposition au taux de 15%. Ok. Merci François. Donc, on reprend. J'ai 3 associés qui se font acheter dans la société. Je vais lire la question. A priori, tout le monde la voit. Donc, c'est quelqu'un qui a des clients qui se font racheter leur société. Ils vont chacun toucher 1 million. On leur demande de remettre au pot. Ok. Voilà. Cette société qui les a en ACA, si c'est pas son capital, je pense que ça ne pose pas de souci. Si, c'est bon.
Alors maintenant, les gens, non, ça ira pas. Mais non, c'est j'ai vendu, enfin je vends. On me demande de remettre une partie de produit de cession dans la société. Soit on vous a fait un truc de vous devez tout céder et vous remettez le cash dans la société, soit on vous demande d'apporter les titres cédés à une société opérationnelle. Il va falloir faire une distinction. Mais si c'est j'ai cédé et je réinvestis dans une société, il faut juste vérifier que la société dans laquelle j'ai investi, elle est éligible. Elle a une société opérationnelle. Si c'est une société de service, c'est une société opérationnelle, mais voilà, faut s'en assurer. Bon, on nous redemande une précision par ailleurs. C'était lors de la coupure de son, désolé François. On nous dit, mais alors, c'est par rapport à la plus-value de cession des parts investies dans un FPCI, mais alors pourquoi une quote-part de frais et charges de 12%? Alors, la quote-part de frais et charges, c'est pas si je suis dans un cas d'un FPCI. Quote-part de frais et charges, c'est si je suis en direct dans une société opérationnelle et que je prends des titres de participation, enfin que j'investis dans une société et que ces titres sont éligibles au titre de participation, ça veut dire plus de 5% pendant plus de 2 ans. Okay. Bon, après, une question sur le délai de 2 ans. Quelles sont les démarches administratives à mettre en place pour... Ça a été modifié il n'y a pas longtemps. Il y a un décret qui est paru sur les obligations déclaratives des apporteurs. Ils doivent remplir un petit peu de papier auprès de l'administration fiscale, un petit peu de déclaration. D'accord. Et pendant cette durée, la société peut-elle investir 100% du produit de cession sur un contrat de CAPI? En attendant d'entrer dans un fonds éligible, oui, elle place sa trésorerie en attendant d'avoir un investissement effectivement éligible. Oui, non, ça me choque pas. Elle place sa trésorerie. Voilà, elle place sa trésorerie, hein. Ouais. On va dire que c'est là, à ce moment-là, le portefeuille est libre pendant 2 ans et au bout de 2 ans, il faudra mettre. Il faut juste respecter le délai de 2 ans, mais que vous gériez votre trésor, c'est plutôt une saine gestion. Donc, non, il n'y a pas de difficulté. Après, il y a une question sur le report d'imposition, de la succession. Ça, j'ai répondu, mais justement, c'est l'histoire de succession. Ça purge les droits de succession, purge les plus-values en report d'imposition. Vous avez, c'est l'un ou l'autre, pas les deux. C'est qu'en cas de donation, vous pouvez avoir un cumul. Ok, on va prendre a priori la dernière question, parce qu'on sera près dans le timing fixé au départ. Il est préférable de transmettre en donation avant l'apport-cession qu'après. Ouais, lorsque le report de plus-value est envisagé. Alors. C'est pointu. Donc, je crée, j'ai apporté, je donne, et après, je vends. Cette consultation sera facturée. Comme ça, je dirais que ça doit marcher. Sous réserve de toute discussion sur abus de droit et mini-abus de droit. Mais je pense que ça marche. Alors, il faudra bien le séquencer. Bon. Je te laisse, attends, en cas de transmission. Ouais, non, sauf que non. Ben non, parce qu'on est en report d'imposition dès lors qu'on a donné. Donc, on est déjà en 150 0 BTR. C'est l'apport à la holding déclenche le 150 0 BTR. Donc, vous avez votre report d'imposition. Et ce n'est pas le fait qu'il y ait cession qui déclenche cet engagement de conservation, c'est le fait qu'il y ait eu report d'imposition. Et donc, report d'imposition, donation, c'est le report d'imposition qui est transmis au donataire s'il ne respecte pas l'engagement de conservation. Donc, non, non. Ok. François, merci beaucoup. Alors, pour un lundi matin, écoute. Oui, hein. Alors, pour les retenues, on a tâché, enfin François en l'occurrence, sur des questions un petit peu complexes, de répondre, donner l'orientation. Après, là, ce n'est pas pour spécifiquement vendre des prestations de François, quoique. Je suis un peu quand même. François, voilà, est un fiscaliste. Il est vraiment notamment axé sur ces sujets du remploi. C'est vraiment des sujets, comme vous l'avez vu, où il y a des fois des petites modifications réglementaires. Et donc,
Je vous conseille vraiment de vous rapprocher, quand vous êtes dans le cadre du montage, d'un avocat fiscaliste, voilà, et qui s'y connaissent vraiment, je précise, hein, parce que leur emploi évolue. Donc, des fois, il y a des fiscalistes, on l'a constaté malheureusement, qui étaient passés à côté de certains sujets. Donc, voilà, c'est quelques milliers d'euros, on va dire, pour affiner les choses et mettre ça au carré. Et puis, donc, ensuite, il y a je dirais, par rapport à votre client, c'est Sylvie avec Agama que vous conseillez utilement pour bien gérer le parcours client. Et puis nous, on arrive en bout de chaîne, on va dire, donc voilà, quand tout est prêt pour réinvestir, là, nous, on a notre fonds qui va investir ces 60% dans des PME et tout ceci, on va dire, conformément, évidemment, à la réglementation. Voilà. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les passer à Alexandre Siclé, qui les fera suivre. Et puis donc, écoutez, merci de votre participation. On vous souhaite une très bonne semaine et avec un peu d'avance, très bonne fête de fin d'année. Et prenez soin de vous dans le contexte actuel. Salut, ciao. Merci à tous. Au revoir. Merci.